La lutte contre le virus Ebola s'intensifie au Togo après le décès d'un malade au Nigeria ces dernières heures. Un mort de plus qui vient rappeler le danger que représente le virus de la fièvre hémorragique et l'importance de respecter les mesures d'hygiène. Le barrage hydroélectrique d'Adiarala sera construit sur le fleuve Mono au Togo. C'est l'option commune du Togo et du Bénin pour venir à bout de leur insuffisance et dépendance énergétique. Ce samedi, les experts des deux pays font le point des travaux préliminaires aux journalistes togolais et béninois. Et puis 2 jours après le crash et la découverte de l'épave du vol Air Algérie dans le nord du Mali, l'enquête a débuté. Les experts français sont déjà sur le terrain pour l'identification des 118 victimes du crash. Et nous sommes sur ce plateau de 20h avec d'éminents professeurs en santé pour nous rappeler les dispositions prises par le gouvernement pour prévenir la maladie du virus Ebola. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, madame. Et à tout à l'heure. C'était les titres du journal. Merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. La ministre du Développement à la base, accompagnée des responsables de l'ONG Plan Togo, était en tournée à Titigbi dans la préfecture de Sotobois et à Yaloumbe dans celle d'Oblita. Objectif, remettre les prix à ces cantons qualifiés plus performants dans l'exécution des projets financés par Plan Togo. La marque Bojona. Cette tournée du ministre du Développement à la base dans le canton de Titigbi, à Sotobois et à Yaloumbe, dans la préfecture de Blita, entre dans le cadre de la remise du prix du canton le plus performant des préfectures de Sotobois et de Blita dans la gestion des projets de développement soutenus par Plan Togo au titre de l'année fiscale 2014. C'est après une évaluation annuelle que ces deux cantons ont été reconnus les meilleurs. Ils ont reçu des prix de mérite de 3 millions chacun. Notre joie, ce n'est pas parce que nous avons été primés comme premier canton, mais notre joie, c'est que les autres ont emboîté notre pas et que bientôt, les autres ils vont évoluer. Dans notre approche globale, nous faisons en sorte que les cantons, les communautés, les familles, les enfants deviennent les principaux acteurs de leur propre développement. Et dans ce processus-là, les cantons ont élaboré des plans d'action cantonaux et les villages ont également leurs plans d'action villageois. Donc dans ce processus, ils retiennent des priorités que Plan appuie. Et donc l'année 2014, Plan appuyé tous ces cantons-là et dans la gestion de leurs fonds, on a constaté qu'ils ont bien géré. Ça a été très transparent. Le principe de bonne gouvernance a été respecté. Ils ont été les cantons qui ont bien mobilisé leur population et également les cantons qui ont produit les communications de parrainage parce que vous savez que Plan aussi a pour fondement le parrainage des enfants. Donc c'est l'ensemble de ces critères-là qui ont permis de retenir ces cantons-là comme étant les plus performants. Ce fut pour la ministre du Développement à la base un moment de soutenir ces cantons pour le travail abattu et de remercier l'ONG Plan Togo pour ses efforts en matière du bien-être des populations à la base. Je suis venu vraiment pour encourager ces communautés-là, les féliciter au nom du chef de l'État pour le travail remarquable qui est fait. C'est l'occasion pour moi de féliciter l'organisation internationale Plan Togo pour les efforts importants qui sont déployés pour l'accompagnement des communautés à la base dans les zones de concentration de Plan, notamment la région centrale et la région des plateaux. Il y a un travail remarquable qui est fait, ça se voit et nous invitons Plan à poursuivre dans cette voie et j'espère réellement qu'ensemble avec eux, nous allons relever ce défi qui est de réduire considérablement la pauvreté dans ces deux régions. Cette remise de prix aux cantons les plus performants se poursuivra avec les cantons de Koma dans Tchaoudjo et Afem à Tchamba. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué du ministère de la Santé relatif à la maladie à virus Ebola. Depuis janvier 2014, la fièvre Ebola, maladie virale hautement contagieuse et très mortelle, sévit dans la sous-région ouest africaine, notamment en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Libéria.
Le 20 juillet 2014, un malade suspect en provenance de Monrovia au Libéria et ayant transité par l'aéroport international Nyazingbe Eyadema de Lomé serait décédé à Lagos au Nigeria le 25 juillet 2014. Face à cette situation, la cellule de crise pour la gestion de la maladie à virus Ebola informe la population de ce qui suit. Des mesures techniques de suivi rapproché et quotidien des passagers arrivés à Lomé par le même vol sont prises afin de parer à toute éventualité. Les différentes sous-cellules de crise sont activées pour faire face à d'éventuelles situations. En outre, le ministère de la Santé informe la population et particulièrement les passagers ayant pris le même vol en provenance de Monrovia au Libéria le 20 juillet 2014 de veiller aux signes ci-après. Fièvre brusque associée à l'un ou plusieurs des signes suivants. La diarrhée contenant du sang, les selles noires, les urines avec du sang, les crachats contenant des traces de sang, les vomissements avec du sang qui coule du nez ou présence du sang à tout autre endroit du corps. Devant ces signes, appelez le numéro 111 ou se rendre rapidement en consultation dans le centre de santé ou dans l'hôpital public le plus proche et informer le personnel de la santé sur votre pays de provenance. Par ailleurs, la population est invitée à observer les mesures suivantes. Se laver les mains plusieurs fois par jour avec de l'eau et du savon. Évitez de manipuler sans protection les effets des personnes présentant les signes précités. Évitez de toucher sans protection toute personne souffrant d'une forte fièvre et de saignement. Évitez de manipuler ou consommer les viandes des animaux sauvages, vivants ou morts, agoutis, chauves-souris, singes, rats, etc. Notez bien, votre santé et celle de vos proches dépendent de la rapidité de votre réaction vis-à-vis de l'apparition des signes décrits ci-dessus. Et je vous annonçais en début de ce journal, nous sommes sur ce plateau avec d'éminents professeurs. Nous sommes avec le professeur Napokura Gado, qui est secrétaire général du ministère de la Santé. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et à ma gauche, je suis avec le professeur Sonye Badjona, qui est conseiller du président de la République pour la santé et directeur du service de santé des armées. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez sans doute suivi l'information ce matin sur RFI. Un passager qui transitait par Lomé est décédé au Nigeria, décès lié au virus Ebola. Alors, professeur Gado, dites-nous, qu'en est-il exactement? Merci pour votre question. Il s'agit effectivement d'un cas, on peut dire confirmé, qui provenait de Monrovia au Libéria et qui avait pour destination Lagos au Nigeria. Et le sujet a fait un transit par l'aéroport de Lomé. Et c'est arrivé au Nigeria, à Lagos, qu'il a présenté une fièvre avec des vomissements et une diarrhée. Il a été pris en charge dans une structure hospitalière, mais malheureusement, il est décédé dans la journée d'hier. Alors, devant cette situation, les autorités du Nigeria ont pris toutes les dispositions pour essayer de contenir une éventuelle épidémie potentielle. Alors, pour ce qui est du Togo, puisque le passager a fait un transit par l'aéroport de Lomé, il s'agira également de prendre des mesures pour essayer de prévenir toute éventualité. Alors, la première mesure, depuis ce jour, nous sommes en contact avec les autorités aéroportières et essentiellement avec l'ANAC, la direction de l'ANAC, pour essayer de maîtriser l'itinéraire du passager, puisqu'il s'agira de voir par rapport aux deux vols qu'il a empruntés, Monrovia-Lomé et Lomé-Lagos, par rapport à ces deux vols, de voir en ce qui concerne les manifestes de ces vols, quels étaient les membres de l'équipage, quels étaient les passagers qui étaient sur ces vols, et particulièrement les passagers qui sont descendus à l'escale de Lomé. Et par rapport à ces passagers qui seraient descendus à l'escale de Lomé, que nous allons rechercher activement, il sera mis en place un suivi, mais un suivi régulier.
ces passagers seront, disons, invités dans une structure de prise en charge et le suivi va consister à les observer pendant 21 jours. Il ne s'agira pas d'hospitalisation, mais à les observer dans la communauté et ils devront signaler tout signe suspect pour que la prise en charge puisse se faire immédiatement. Alors, également par rapport à ces deux vols, les membres de l'équipage aussi devront être pris en compte. Et c'est tout cela qui nous permettra éventuellement de faire face très rapidement à une éventuelle situation qui se révélerait par rapport à ce passager. Maintenant, professeur Napo, dites-nous, est-ce que ce communiqué du ministère de la Santé, diffusé plusieurs fois sur notre média, ne pourrait pas alarmer la population? Bien au contraire, c'est justement pour que la population soit vigilante, puisque ce genre de communiqué, nous les avions également diffusés au début de l'épidémie à Ebola, en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Libéria. Ces communiqués sont faits pour que la population soit vigilante et signale tout signe suspect ou même tout cas suspect. Et nous préférons encore que la population soit vigilante et nous signale ces cas-là pour que les investigations qui sont recommandées puissent se faire et que un éventuel cas suspect, en ce moment-là on ne parle que de cas suspects, un éventuel cas suspect puisse faire l'objet de toutes les investigations pour justement qu'on puisse dire qu'il ne s'agissait que d'un cas suspect et pas d'un cas confirmé de maladie. D'accord. Merci beaucoup professeur Napo. Je me tourne vers vous maintenant, professeur Sogny. Le professeur Napo a parlé des mesures immédiates prises. Maintenant, vous dites-nous concrètement les dispositions prises par le gouvernement pour une riposte éventuelle à la maladie. Merci madame. Je voudrais vous remercier pour cette question et dire que la question nous permet de dire exactement ce que le gouvernement est en train de faire pour préserver le pays ou bien pour riposter en cas d'épidémie. Effectivement, depuis le premier trimestre de l'année, où les premiers cas ont été signalés dans la sous-région, et une cellule de crise a été créée, et cette cellule de crise a mis en point des structures de riposte. Et sur le plan national, ces structures rassemblent toutes les technicités qu'on peut utiliser au cours d'une épidémie éventuelle et avec des répondants sur le plan régional. Après cette organisation, le ministère a fait élaborer un plan d'action bien détaillé qui nous permet de dire ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, avec quels moyens pour le faire. Le plan a été déjà validé et c'est celui-là que nous sommes en train de déployer maintenant. À la suite de ça, vous savez, si vous vous rappelez, les forces de l'armée, les forces de sécurité de défense ont initié une sensibilisation des forces de sécurité tout simplement parce qu'ils paraissaient plus exposés. Et sur toute l'étendue du territoire. Des forces de sécurité. Et il restait aussi à programmer une sensibilisation de toute la population qui est déjà en cours. Donc ça veut dire que beaucoup de choses ont été faites. Et nous pensons que pour cette sensibilisation, il était de bon ton qu'on pense à créer des centres qui devraient accueillir éventuellement les malades. Donc les centres d'isolement. Et au niveau de chaque région, justement, des centres ont été créés. Et pour la commune, enfin pour la région maritime, c'est le CHU Campus qui a été désigné. D'accord. Mais maintenant, un dernier mot, professeur, à l'endroit des populations, quel conseil vous leur donnerez? Oui, c'est un peu répéter ce que le communiqué a dit. C'est que tout le monde sache que la maladie est extrêmement contagieuse. Et que des personnes n'hésitent pas à se présenter lorsque le problème se pose à une structure sanitaire la plus proche. Ça, c'est un. Si la personne ne dispose pas de structure sanitaire, on peut appeler le numéro 111. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est par rapport aux malades. Des personnes pensent que lorsqu'ils se déclarent, ils sont abandonnés par leur famille. Je crois qu'il ne faudrait pas penser dans ce sens. Il faudrait plutôt se dire que lorsque vous êtes malade, il faut préserver les autres. C'est une affection très grave. Et donc prendre des dispositions pour que vous évitez le contact avec d'autres personnes
ne fût-ce les membres de votre famille. D'accord. Merci beaucoup, professeur Saunier. Je rappelle que vous êtes conseiller du président de la République pour la santé, directeur du service de santé des armées. Nous étions également avec le professeur Napo Kouragado, secrétaire général du ministère de la Santé, qui nous entretenait sur les dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie ou le virus Ebola. L'information crée donc le buzz et pousse les autorités togolaises donc à plus d'actions de sensibilisation et de vigilance sur le terrain. Au nombre de celle-ci, la rencontre des responsables de l'Agence nationale de l'aviation civile avec les représentants des agences de voyage dans notre pays. Occasion pour les deux parties de se préparer à réagir en cas de détection éventuelle d'un cas de fièvre hémorragique. Christine Petit-Kialode. Après des sensibilisations et des formations sur les signes cliniques du virus Ebola et les mesures pour l'éviter, il faut être en mesure de confirmer d'éventuels cas suspects. C'est la préoccupation des autorités togolaises. Le Togo ne dispose pas encore de laboratoires spécialisés et il faut donc s'appuyer sur les agences de voyage pour le transport des échantillons de prélèvement. Le directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile a échangé avec les représentants de ces agences sur les conditions de transport des prélèvements et sur les mesures de sécurité pour éviter les contaminations. Pour que les compagnies acceptent, quand on aura un échantillon à envoyer pour analyse dans d'autres pays, puisque le Togo n'est pas encore équipé de laboratoires spécialisés dans ce domaine, qu'ils acceptent de le faire. Mais il y a certaines conditions, c'est d'avoir les agréments de transport de matériaux dangereux. Ils sont tous d'accord. Mais nous allons continuer en organisant une formation en matière de matériel dangereux pour qu'ils puissent répondre aux sollicitations du gouvernement. Voilà, nous avons eu des instructions du chef de l'État, du Premier ministre du gouvernement, et c'est ça que nous sommes en train de traduire dans cette réunion. Dans leur acheminement vers les laboratoires spécialisés, les échantillons seront placés dans des emballages homologués. L'échantillon est prélevé dans un tube qui est un tube primaire. Et vous avez vu dans ce tube primaire qui est bien fermé, on met ce tube dans un autre tube qui est un emballage secondaire. Et maintenant le tube secondaire est placé dans un autre tube. Donc il y a 3 couches. Et entre ces différentes couches, il y a des compresses ou des cotons cardés pour immobiliser et vraiment en cas de déversement de ces produits, que ces produits soient aspirés, que ces produits ne vont pas apparaître dehors. Il faut également signaler que ces produits, ces packaging, ces emballages homologués sont utilisés au plan international. On a beaucoup échangé avec les représentants des compagnies et nous sommes sûrs que nous sommes sur la bonne voie pour trouver les solutions adéquates. Avec l'appui de la présidence de la République, les sensibilisations vont se poursuivre. Si des mesures adéquates sont prises à tous les niveaux, le Togo pourra éviter cette maladie qui sévit déjà dans certains pays de la sous-région. Le virus hémorragique, donc, tous les pays d'Afrique se mobilisent pour le contrer à toutes les frontières et à tous les aéroports. Et parlons justement aviation, cette semaine, les experts du Code communautaire de l'aviation civile des États membres de l'UEMOA se sont retrouvés à Lomé. Il était question pour eux de vulgariser le Code communautaire revisé. Nous retrouvons Christine Petit-Kialode. Monsieur le directeur général. Dans le souci d'avoir des règlements harmonisés dans le secteur de l'aviation civile, les pays membres de l'UEMOA ont procédé à la révision du Code communautaire de 2007 pour permettre aux experts de se familiariser avec ce nouveau code, d'avoir une compréhension commune en vue d'une interprétation et application uniforme. Ils ont bénéficié de 5 jours de formation. Les diligences issues de ce code pour sa mise en œuvre ont été recensées. En termes de diligence, il faut voir quels sont les règlements d'application qui doivent être pris pour pouvoir mettre en œuvre le code. Il y a des diligences qui sont du ressort de la commission de l'UEMOA, il y a des diligences qui sont du ressort des États membres et il y a des diligences qui incombent aux deux parties. Donc voilà un peu les objectifs qui étaient affichés pour le séminaire et je dois dire que ces objectifs ont été atteints. Au-delà du renforcement de l'expertise communautaire, cette rencontre constitue une invitation à œuvrer tous ensemble à la modernisation du système régional de transport aérien et à fédérer les efforts pour réussir l'intégration communautaire. Pour certifier par exemple la SECNA, nous avons besoin d'un référentiel commun.
le code communautaire, ça va nous permettre d'avoir nos règlements harmonisés. Et ça va nous permettre de pouvoir certifier dans d'excellentes conditions toute structure. Il y a le PNS, le Plan national de sécurité, le système de gestion de la sécurité de toutes les compagnies qui opèrent. Il fallait introduire cela. Au titre des recommandations, les participants ont demandé à la commission de l'UEMOA de diligenter l'élaboration des règlements d'exécution du code communautaire en collaboration avec les États membres. Aux États qui n'ont pas encore ratifié l'article 83 bis de la Convention de l'OACI, il leur a été demandé de le ratifier. Les participants ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes de l'accident du vol AH517 survenu le 24 juillet dernier. Restons dans l'espace UMOA. Cela fait déjà 2 ans que les chefs d'État des 8 pays ont créé le Conseil des collectivités territoriales. L'institution communautaire a pour mission d'inciter les États à appuyer les collectivités en matière de mobilisation des ressources et de les accompagner en vue du transfert effectif des ressources financières adéquates aux collectivités territoriales. Quel est donc le mécanisme de financement défini à cet effet? Les réponses avec Danjouma Ali et Pierre Soussoupan. La faiblesse du champ fiscal propre aux communes et aux collectivités a longtemps justifié le faible niveau de décentralisation fiscale dans les pays de l'UEMOA. C'est aussi le résultat du retard enregistré dans le développement de la plupart des villes africaines. Installé depuis 2012, le Conseil des collectivités territoriales de l'espace communautaire a une feuille de route qui devra, entre autres, appuyer la mise en place d'un système d'information permettant de mener des stratégies de développement économique local crédibles, mais aussi de les évaluer. Parmi les points saillants de cette feuille de route, nous avons la coopération transfrontalière et surtout le financement des collectivités territoriales, parce que depuis les années 1999-1990, nos États se sont engagés dans une politique de décentralisation, mais on constate que c'est une décentralisation administrative, une décentralisation institutionnelle, de véritable décentralisation au niveau des ressources humaines. La problématique du financement des collectivités locales, c'est donc l'une des priorités de la première mandature du Conseil. Mais seulement, comment se décline le mécanisme de ce financement? Notre objectif, c'est qu'au niveau de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africain, on puisse mettre un mécanisme de financement en place qui touche les 8 États. Et parmi les propositions que nous avons faites, nous avons parlé d'une subvention que la Commission pourrait mettre à la disposition des collectivités de cet espace, et que les collectivités qui en ont les capacités financières pourraient avoir accès à l'emprunt sur le marché international, et puis que tout cela soit accompagné d'un appui institutionnel. Le Togo a déjà bénéficié d'autosubventions qui ont permis la réalisation de certaines structures administratives comme celle-ci. Ou encore de matériel roulant à l'exemple de ces bulldozers. Avec le Conseil des collectivités territoriales, le partenariat devra être renforcé pour accompagner les communautés dans leur autonomisation. Le Togo et le Bénin s'engagent à régler leurs problèmes d'insuffisance électrique à travers un projet de construction du barrage hydroélectrique d'Adjarala qui sera situé sur le fleuve Mono au Togo. Ce samedi, les responsables de l'Agence nationale de gestion de l'environnement et ceux de l'Agence béninoise pour l'environnement ont rencontré à Lomé les journalistes des 2 pays afin de les informer de l'évolution du dit projet. Le compte rendu avec Nathalie Panégué. 80% de l'énergie électrique utilisée au Togo et au Bénin vient du Niger, du Nigeria et du Ghana. Conscients de l'insuffisance énergétique dans leur pays, les présidents Faure Gnassingbé du Togo et Yahi Boni du Bénin se sont engagés à joindre leurs efforts au profit de leur population. Résultat, le projet de construction du barrage hydroélectrique d'Adjarala sur le fleuve Mono. Après étude de ce projet commandité par la communauté électrique du Bénin, l'Agence béninoise pour l'environnement et l'Agence nationale de gestion de l'environnement situent les journalistes par rapport à ce vaste projet. Nous sommes à la phase d'évaluation et il y aura tout prochainement, précisément le 19 et 25 août, des audiences publiques. Et à ces audiences publiques, il sera donné l'occasion aux parties prenantes, aux acteurs, aux populations de prendre connaissance du document et de l'enrichir.
après cette phase, le document sera validé. D'une capacité de 147 MW, le barrage d'Adjarala sera le plus important avec une production annuelle de 461 GWh, soit plus du double de la production du barrage de Nangbeto. Les deux pays s'offrent ainsi l'opportunité d'améliorer leur souveraineté énergétique. Aussi bien au Bénin qu'au Togo, nous avons fait le terrain. Nous sommes allés au contact des populations. Donc nous avons été à Noché, qui n'est pas un site du projet. Nous avons continué pour aller jusqu'à Bolé, qui est un village du Togo, qui est prévu pour accueillir les populations déplacées. Donc nous avons eu l'impression de ces populations-là par rapport au projet. Notre rôle était de vérifier si ces populations ont été associées lors des phases d'étude de ce projet, ce qui s'est avéré juste. Ce projet d'Adjarala va permettre de produire l'énergie électrique couvrant 20% des besoins, de créer de l'emploi, de développer le tourisme, les activités de pêche et agricoles, bref, améliorer les conditions de vie des populations des deux pays. Il est financé par la Banque mondiale, la BOAD, l'Agence française de développement et la Banque africaine de développement. Sa durée d'exécution sera de 4 ans. Les directeurs et chefs de service du ministère de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation civique ont achevé hier la formation organisée à leur intention sur les stratégies de planification et la gestion axée sur les résultats. Ils sont désormais à même de travailler pour des rendements probants dans leurs services respectifs. Nous retrouvons Nathalie Kwanege. Identifier les différentes étapes du processus de la planification stratégique, montrer l'intérêt de cette planification et de la gestion axée sur les résultats GAR, ce sont là quelques-uns des objectifs visés par la rencontre des directeurs et chefs services de la communication ouverte mardi. Les échanges ont été sanctionnés par des attestations. Il n'y a pas de développement sans planification. Alors il faut planifier les ressources humaines, il faut planifier les ressources financières, il faut planifier les ressources matérielles. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des limites au niveau des ressources, mais les formateurs nous disent, et nous avons su, nous l'avons découvert, qu'avec le peu de moyens, lorsque une utilisation judicieuse, rigoureuse en est faite, on peut réaliser de grandes choses. Deux formateurs ont instruit ces professionnels sur l'utilité de la GAR dans le suivi et évaluation de la mise en œuvre des stratégies, programmes et projets. Car selon eux, il est impossible de piloter une politique sans indicateurs. Nous avons recommandé au ministère qu'après ces échanges, c'est de pouvoir avoir un agenda pour réaliser toutes ces recommandations et faire en sorte que le ministère rentre de plein pied dans la gestion à ces résultats, qui est un instrument qui va améliorer le cadre institutionnel du ministère, améliorer les administrations qui le composent, mais également améliorer la façon de faire. Au nom de la ministre de la Communication, le directeur de cabinet, M. Jean-Luc Gomez, a souhaité que ces chefs services, une fois à leur retour, partagent les enseignements reçus pour garantir une bonne programmation et gestion dans leurs services respectifs. Cette formation, selon lui, contribuera à faire du respect de la lettre de mission reçue du chef de l'État un outil de promotion du développement économique et social du Togo. La rencontre a aussi permis à ces chefs services de passer en revue les plans de développement qu'a connu le Togo depuis les clans quinquennaux jusqu'à la SCAP et de découvrir les outils de plan stratégique avec la chaîne planification, programmation, budgétisation et suivi et évaluation. À noter également dans l'actualité la réunion hier à Atakwame des enseignants volontaires de la région des Plateaux. Objectif, lancer officiellement leur mouvement de soutien au président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe. Un soutien qui tient ses sources du soutien que le chef de l'État leur avait accordé en premier en favorisant leur intégration dans la fonction publique. Des précisions avec Yves Agbevivi. Le 2 mai 2013, après leur formation, les enseignants volontaires des Plateaux se sont réunis à Atakwame pour demander au chef de l'État leur intégration dans la fonction publique. 13 août 2013, environ 3 mois après, l'État organise un concours de recrutement suite auquel 5000 enseignants volontaires sont intégrés dans la fonction publique.
Une réaction que les enseignants volontaires qualifient de positive et qu'ils souhaitent encourager dans le cadre d'un mouvement qu'ils viennent de créer et qui regroupe des enseignants du Togo. Le dit cadre dénommé Mouvement des enseignants émergés unis derrière fort en abrégé M2EUF a été officiellement lancé à Tapamé ce 25 juillet 2014. Aujourd'hui, si nous sommes émergés, c'est parce que nous sommes passés du stade de volontariat à le stade de l'intégration à la fonction publique. Ça, c'est une chose très importante que nous remercions du chef de l'État, notre reconnaissance au chef de l'État. Sans l'intervention du chef de l'État, nous n'allons pas voir le jour. Aujourd'hui, comme nous ne sommes pas les volontaires, donc nous sommes émergés. Voilà le sens de émerger. Ce mouvement est un mouvement purement politique pour soutenir les actions du chef de l'État. Donc nous voulons le soutenir pour les élections 2015, qu'il soit notre candidat. Vu l'importance du mouvement et le rôle des enseignants dans la société, cette cérémonie officielle a vu la participation du premier vice-président du parti politique de l'Union pour la République UNIR, Georges Aïdam. C'est avec plaisir que nous sommes venus. Nous les encourageons et les félicitons d'ailleurs d'avoir choisi de militer au sein de ce parti qui prône la réconciliation et le développement. Et nous pensons qu'à travers eux, nous allons atteindre tous les enseignants qui sont de bonne volonté. Et il y a 3-4 ans, ceux qui aujourd'hui se sont dénommés enseignants émergés ne s'attendaient pas à ce que leur situation connaisse cette évolution. C'est pour cela que ceux qui restent doivent s'attendre à ce que très bientôt, eux aussi, ils passent du statut d'enseignant volontaire à celui de fonctionnaire. Après l'installation officielle des représentants du mouvement au niveau national et préfectoral d'Amou, d'Anié, de l'Esmono, de Haro et de Logou, les participants venus des dites préfectures pour cette première rencontre régionale ont suivi une communication sur les objectifs de l'UNIR et sur les rôles et responsabilités de ses adhérents. Je vous l'annonçais en titre, 2 jours après le crash et la découverte de l'épave du vol Air Algérie dans le nord du Mali. L'enquête sur les causes du drame a débuté ce samedi. Des gendarmes français étaient déjà sur le terrain pour l'identification difficile des 118 victimes du crash de jeudi dernier. Au Togo, nous vous l'annoncions depuis quelques jours, l'ambassadeur de France au Togo est en fin de mission dans notre pays. Comme ses prédécesseurs, Nicolas Varneri a eu droit à un dîner d'adieu offert hier par les autorités togolaises. Ramdan Bassina. Après 3 années passées à la tête de la diplomatie française au Togo, l'ambassadeur Nicolas Varneri s'apprête à quitter notre pays. Un séjour qui a vu se renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la France et le Togo. Une coopération multiforme traduite dans les secteurs de la santé, la sécurité et la défense intérieure, l'éducation, la formation professionnelle. Une action agissante à travers également le service de coopération et d'action culturelle. Ces 3 années passées dans notre pays ont permis aux Togolais de découvrir un diplomate chevronné que vous êtes et déterminé dans l'engagement personnel, la disponibilité et le dévouement qui ont marqué votre présence et vos actions sur le territoire togolais. Nous voulons ici vous en remercier parce que nous savons que cette détermination et cette volonté, vous continuerez à le manifester en faveur des populations togolaises où vous serez désormais. Je vous souhaite, cher Nicolas, donc très sincèrement, au nom du président de la République, du gouvernement de la République togolaise et de son peuple, et en mon nom personnel, un bon retour. Les différentes structures mises en place par la France au Togo ont permis sans nul doute de redynamiser plusieurs axes de la vie socio-culturelle et économique du pays. L'Agence française de développement, le service de coopération et d'action culturelle, sans oublier les volontaires français et bien d'autres encore, contribuent valablement au développement du Togo. J'aimerais
finalement dire deux choses encore. Remercier votre administration, remercier les deux ministres successifs qui l'ont dirigé pour l'accueil qui nous est réservé à nos diplomates ici. Dans ce ministère, nous sommes immédiatement à l'aise, nous sommes immédiatement accueillis, on nous écoute très bien. En offrant ce dîner d'adieu à l'ambassadeur français, le Togo marque ainsi sa reconnaissance à l'égard de ce diplomate qui, selon le ministre togolais des Affaires étrangères, a su représenter son pays avec honneur, dignité, responsabilité et a su faire montre d'un engagement constant dans l'accomplissement de sa mission au Togo. Le directeur général de la gendarmerie nationale communique. Depuis un certain temps donné, le secrétariat général du gouvernement est le théâtre de plusieurs cas de cambriolage de compresseurs de climatiseurs. Suite à ces séries de vols, la gendarmerie nationale saisie a automatiquement ouvert une enquête qui a permis, dans la journée du 17 juillet 2014, aux environs de 17h30 minutes, d'interpeller le nommé Logosu Kofi Jean, chauffeur de nationalité togolaise âgé de 26 ans. Interrogé, il reconnaît avoir commis 2 vols dans les nuits des 17 au 18 juin et 15 au 16 juillet 2014. Les investigations ont permis d'interpeller le nommé Koudaovi Komi, frigoriste en possession de 5 compresseurs de climatiseurs qui lui avaient été préalablement vendus à 40 000 francs CFA l'unité par Logosu Kofi Jean. Actuellement, les investigations se poursuivent en vue de situer les responsabilités afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Le directeur général de la gendarmerie nationale présente ses remerciements à la population pour sa collaboration et l'invite à redoubler de vigilance dans les services ou dans les domiciles. Il rappelle également que le numéro vert, le 1238, est ouvert à tout moment et à la disposition de la population. Après 2 ans de vacances de trône, le canton de Baie a depuis ce samedi un nouveau chef. Togbi Louis Kwame Maoko Adela Aklasu 4 vient succéder ainsi à Togbi Assou Joseph Aklasu 3, décédé il y a 2 ans. Le compte rendu avec Robert Potogwe et Carmen Madji Akapo. La joie est celle des grands jours et la foule est en liesse quand apparaît le nouveau chef de la communauté Baie sur son trône royal. Togbi Louis Kwame Maoko Adela Aklasu 4. Fini donc les règnes de Joseph Assou Aklasu 3, porté sur le trône il y a de cela 42 ans. Après un rituel en présence des membres du gouvernement et des autorités politiques le confirmant, garant des us et coutumes, Togbi Adela Aklasu 4 prend officiellement le décret présidentiel le reconnaissant comme chef du canton de Baie des mains du ministre Yark Damhan, représentant le chef de l'État. La mission du nouveau monarque est immense, mais il entend l'accomplir de concert avec ses chefs de quartier. Population de Baie, ensemble, nous lèverons le défi du développement inclusif et intégral de notre cher canton. Oui. Il peut non seulement compter sur ses administrés, mais aussi sur des chefs traditionnels venus nombreux de différentes régions du pays pour lui exprimer leur disponibilité et lui rappeler la valeur qu'incarne un chef de canton. En votre qualité de chef canton, vous devez tout faire pour rassembler autour de vous toute la population de votre canton. Vous devez rester à l'écoute de tout le monde, petits et grands, sans distinction aucune. Vaillante population de Baie, je vous exhorte à respecter votre chef, à l'écouter et à collaborer avec lui. Désigné par voie coutumière en 2012, Togbi Adela Aklasu 4 fait partie désormais de la grande famille de la chefferie du peuple élevé. Et de surcroît, un porte-parole crédible de la communauté Baie, selon le ministre Yark Damhan. Le chef de canton est le relais de l'État dans sa localité et doit donc résolument inscrire son action dans la politique de l'État qui est l'apaisement social, le bien-être et le développement de la population.
Pour s'acquitter de cette noble mission, le chef de canton doit être digne de sa fonction et éviter tout comportement pouvant le rabaisser. Il doit savoir être disponible et à l'écoute de l'ensemble de sa population sans aucune autre considération que le bien-être de tous. Cette intronisation tourne la page de 2 ans de régence du trône royal de Baie suite au décès d'Assou Adela Aklassou III, premier occupant de la ville de Lomé après l'exode de Notier au XVIIe siècle. On retrouve aujourd'hui les autochtones de Baie dans les cantons de Baguida, Amoutiévé et de Baie, appelés Grand Baie. Fin de ce journal qui a été quelque peu long pour cause de la densité de l'actualité de ce samedi. Merci de votre fidélité à la mère des télévisions. Au revoir. La lutte contre le virus Ebola s'intensifie au Togo après le décès d'un malade au Nigeria ces dernières heures. Un mort de plus qui vient rappeler le danger que représente le virus de la fièvre hémorragique et l'importance de respecter les mesures d'hygiène. Le barrage hydroélectrique d'Adiarala sera construit sur le fleuve Mono au Togo. C'est l'option commune du Togo et du Bénin pour venir à bout de leur insuffisance et dépendance énergétique. Ce samedi, les experts des 2 pays font le point des travaux préliminaires aux journalistes togolais et béninois. Et puis 2 jours après le crash et la découverte de l'épave du vol Air Algérie dans le nord du Mali, l'enquête a débuté. Les experts français sont déjà sur le terrain pour l'identification des 118 victimes du crash.